Question pour commencer, vous avez peut-être envie de commenter le débat qui a eu lieu en début d'émission ou pas du tout? Plutôt pas. Eh bien, plutôt pas. Plutôt pas parce qu'on a assisté à un débat de faux semblants, voilà, avec d'habiles communicants qui essayent de confisquer le débat sur l'Europe. Donc passons au débat sur l'Europe. Alors, on passe au débat sur l'Europe. Question rituelle de cette émission, plus ou moins d'Europe. Est-ce que c'est la question, à vos yeux, qui est aussi posée lors de cette élection européenne? Bien sûr, c'est la question qui est posée. Et je vais vous dire, pour nous les écologistes, c'est résolument plus d'Europe, mais aussi résolument une autre Europe. Pourquoi? Bien parce que l'Europe est le meilleur échelon pour faire face aux défis planétaires, qui est le dérèglement climatique, son accélération, la crise de la biodiversité, ces pollutions qui se jouent des frontières, et évidemment la justice sociale dans une économie mondialisée, mais résolument une autre Europe, parce qu'on ne peut pas continuer avec cette Europe qui cède finalement à un libéralisme qui développe une économie qui détruit la planète et les êtres humains, avec par exemple ce libre-échange mêlé à de l'austérité, qui fait que ce qu'on produit en Europe est mis en concurrence en permanence avec des produits issus de pays venant avec des normes sociales et environnementales inférieures aux nôtres. Vous avez entendu tout à l'heure Manon Aubry qui disait, en gros, si vous êtes vraiment écologiste, votez pour la France insoumise, considérant que vous n'avez pas réussi à vous faire entendre dans cette campagne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je pense que Manon Aubry parle de certains sondages. Il y a d'autres sondages qui sont sortis cet après-midi où je suis devant elle. Bon, voilà. Non, mais appeler à voter pour soi dans une élection, c'est normal. Moi, je veux juste rappeler aux électrices et aux électeurs que quand on pense que la question climatique est une question première, qu'on n'a pas le choix que d'y faire face, qu'à la fois lutter contre, mais aussi s'y adapter. Le seul vote qui est cohérent, qui est constant, qui est déterminant au Parlement européen comme d'ailleurs ailleurs, c'est le vote écologiste. Alors justement, une photo de campagne avec Guillaume Darès sur l'écologie. Alors Marie Toussaint, regardez cette photo, c'est celle de ces Indiens qui sont accablés par la chaleur extrême ces derniers jours, près de 50 degrés à New Delhi. On sait par ailleurs que 2023, ça a été l'une des années les plus chaudes. Et pourtant, on a le sentiment que vous n'avez jamais aussi peu réussi à poser ce débat dans la campagne des élections européennes. Alors ce soir, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, pour les embarquer dans cette transition écologique? D'abord, vous montrez des Indiens par 48 degrés. Je crois que la situation est dramatique, en particulier dans les pays qu'on dit en développement, les pays qui sont là où ça se réchauffe peut-être le plus. On parle de confinement climatique en Asie du Sud-Est. Je crois qu'on se souvient tous du traumatisme qu'avait été le confinement. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment agir sur ce point-là. Par rapport à ce que vous dites, vous savez, moi j'entends matin, midi et soir les lobbies qui expliquent que l'écologie serait la cause de tous les maux et de tous les problèmes. D'ailleurs, c'est au choix, quand on écoute Jordan Bardella, l'étranger et l'écologie. Il y a des Français aussi qui ont le sentiment que c'est trop de contraintes, que ça va coûter trop cher. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les aider à faire cette transition-là? Je leur dis de ne pas écouter ceux qui leur vendent du rêve, quelque part, des faux semblants. Que le problème, c'est pas l'écologie ou c'est pas les étrangers, c'est pas non plus les plus modestes, mais le problème, c'est le modèle économique actuel qui, comme je l'ai dit, une économie qui détruit les êtres humains, détruit les écosystèmes. Et nous, on veut une économie qui répare, qui prend soin. Vous leur dites qu'il va falloir consommer moins. Vous leur dites qu'il faut assumer un discours. Non, moi je leur dis qu'il faut changer de modèle. Décroissance. Il faut changer de modèle économique. Voilà. Économie qui détruit, économie qui répare. C'est ça l'enjeu. Vous savez, je vous prends l'exemple de l'agriculture. On a accusé les écologistes d'être responsables du mal-être agricole. Le mal-être agricole, il est lié à quoi? Il est lié à un libre-échange qui a appauvri les paysannes et les paysans d'Europe, à une PAC qui n'était pas juste, qui n'était pas verte, qui n'a pas accompagné les paysans dans l'indispensable transition. Et donc c'est ça l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir se fixer des objectifs qui sont à la hauteur de ce que nous disent les scientifiques, d'investir, de libérer les marges d'investissement pour accompagner les entreprises dans cette transition et de faire en sorte d'avoir un accompagnement social et une lutte contre la précarité. Il va falloir payer un peu plus. Ah non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Vous savez, j'ai une proposition qui est celle de baisser la TVA sur les produits qui sont bons pour la planète et frais en Europe. C'est la TVA verte. Et je vous donne un exemple sur le budget des couches. Voilà. Aujourd'hui, le budget moyen pour des couches, c'est 50 € mensuels pour un bébé. Ça coûte à peu près, c'est 50 €. C'est un jeune papa. C'est les couches prix moyen, pas nécessairement fait en Europe, avec des produits toxiques dedans à mettre sur les fesses de vos bébés. Si vous voulez pas faire ça, si vous voulez faire en Europe sans produits toxiques, c'est 15 à 20 € de plus. Et bien avec la TVA verte, qu'on ne peut faire que à l'échelle européenne, on peut réduire le coût des produits. Et vous savez, moi, je viens de la lutte contre la pauvreté. Mes parents sont volontaires chez ATD Quart Monde, qui est une association de lutte contre la pauvreté. C'est la raison de mon engagement en politique. Et donc moi, je pense qu'à chaque fois, il faut faire les deux. Agir pour le climat, agir pour la justice sociale. Marion Van Rettegem a lu votre programme et elle a choisi ce soir de parler du nucléaire à une écologiste.
Alors, vous faites une priorité de la lutte en faveur de l'énergie décarbonée et en même temps, vous faites un tabou de la seule énergie non carbonée qui est le nucléaire. Donc c'est un peu compliqué, sachant que même l'Allemagne, qui est le pays dont le renouvelable occupe la part la plus importante dans le mix énergétique, même l'Allemagne donc, est obligée d'intégrer des énergies sales, le charbon et le gaz, en guise de transition. Donc ma question c'est quelles sont les raisons qui vous interdisent d'intégrer le nucléaire comme énergie de transition, sachant que vous additionnez le fondamentalisme du renouvelable et le tabou sur le nucléaire. Donc comment faites-vous pour mettre que les deux ensemble en fait n'aboutissent pas à ce dont vous ne voulez pas arriver, c'est-à-dire retarder la suppression finalement des énergies renouvelables, de l'utilisation du renouvelable. Alors, votre réponse? Alors, il n'y a pas de fondamentalisme chez les écologistes. Je veux commencer, Jamais. Je veux commencer par vous dire ça. Non, on a besoin de sortir des énergies fossiles. On a besoin d'en sortir le plus vite possible. Les scientifiques nous demandent de viser la neutralité carbone d'ici 2040 si on veut se donner une possibilité de respecter l'accord de Paris. Alors, je reviens sur le mix énergétique français. En France, on a du nucléaire. Il est là pour encore 25 ans et on ne dit pas qu'il faut en sortir. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on remplace les énergies fossiles le plus vite possible. Comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, je vous donne dans le mille. La seule énergie qu'on est capable de développer assez rapidement et dans des coûts relativement contraints pour tenir cet objectif de s'être débarrassé des énergies fossiles en 2040, ce sont les énergies renouvelables. On a vu le fiasco qui était le PR de Flamanville, c'est plus de 10 ans de retard, c'est des prix qui explosent. On n'a pas le temps de se perdre dans ces nouveaux investissements qui ont pour effet, par ailleurs aujourd'hui, d'absorber tous les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables. En fait, c'est parce que ça coûte trop cher? Il y a d'autres sujets avec le C'est aussi- nucléaire. Oui, voilà, on se souvient de c'est- Tchernobyl, de Fukushima, Voilà. on ne sait pas quoi faire de nos C'est déchets. pas juste la nécessité Par ailleurs, d'investir. je pointe notre dépendance à l'égard de Rosatom, que ce soit pour l'uranium qui vient de Kazakhstan ou d'Ouzbékistan ou l'uranium enrichi. Donc bon, il y a tous ces sujets-là qui sont quand même sur la table sur le nucléaire. Mais moi, je vous dis, la seule manière dont on peut se débarrasser suffisamment vite des énergies fossiles, c'est en développant les renouvelables et en s'en prenant aux grandes entreprises pétrolières qui continuent à investir sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur de nos Mais frontières. c'est très lent. Même l'Allemagne, encore une fois, qui est le champion du mix de renouvelable dans le mix énergétique, n'y arrive pas assez vite. Ah bah ils sont en train de se transformer, mais je vous sont en remercie train de de dire se ça parce transformer, que mais c'est très la lent, plupart du c'est temps très dans lent. cette campagne, j'entends des mensonges sur le mix énergétique allemand. Donc je vous remercie déjà de redire la vérité. Non pas que leur mix énergétique est Mais en revanche, parfait, ils ont du sont pas charbon. très bons Ils ont du en carbone. charbon, les écolos se battent pour qu'on en sorte le plus vite possible. Ils ont aussi du gaz, ils ont trop cédé face à Poutine, eux aussi, comme d'ailleurs la France. Et on a besoin de sortir de ce mix énergétique qui est le mix énergétique allemand pour aller vers les renouvelables comme on a besoin en France. François Baudonnet, un mot qui fâche dans Oui. cette campagne. Eh bien, ce soir, le mot qui fâche, que j'ai choisi pour vous, c'est le mot souveraineté. Alors pourquoi le mot souveraineté? Parce que ça a été longtemps un mot tabou, en particulier, j'allais dire, pour les pro-européens. Et là, depuis peu, et en particulier dans cette campagne pour les élections européennes, eh bien, au contraire, tout le monde a ce mot de souveraineté à la bouche. Alors vous allez voir, souveraineté, oui, souveraineté, mais toujours avec un petit adjectif derrière. Regardez. On a besoin de notre souveraineté. L'enjeu de la PAC, c'est de retrouver notre souveraineté alimentaire. La capacité de souveraineté et de sécurité énergétique. De souveraineté écologique. Viser la souveraineté numérique. Qui a organisé la perte de souveraineté de notre industrie? Il n'y a pas de souveraineté sans agriculture. Bon, alors, il y a même Chacun sa souveraineté. Ouais, il y a même eu souveraineté des protéines. Bon, on l'a pas mis dans le petit montage, mais enfin, c'est quand même très fort. Alors, ce concept de souveraineté, Caroline, c'est un concept très français. Si vous rencontrez quelque part en Europe quelqu'un qui parle de souveraineté, il y a 9 chances sur 10, et je vois que vous êtes d'accord, il y a 9 chances sur 10 que ce soit quelqu'un de français. Alors, il y a une raison historique d'abord à ça. En fait, c'est le philosophe français Jean Bodin qui, au XVIe siècle, a, on va dire, inventé le concept moderne de souveraineté. Alors, beaucoup plus tard, on fait un saut de 4 siècles dans l'histoire. Au XXe siècle, ce mot a été récupéré par les souverainistes. Et on comprend pourquoi. Souveraineté, souverainiste, récupéré également par les nationalistes. Et pour éviter cela, pour éviter justement que les souverainistes aient le monopole de l'utilisation de la souveraineté, eh bien, dès 2017, Emmanuel Macron s'approprie, lui, le mot. Mais pour lui, il ne s'agit pas évidemment d'une souveraineté nationale, mais d'une souveraineté européenne. Ce concept qui pouvait sembler, il y a 7 ans, très français, de souveraineté, la question de notre souveraineté. La souveraineté, ces progrès de la souveraineté et de l'unité européenne, bâtir une Europe plus unie, plus souveraine, plus démocratique. À cette souveraineté européenne, climat, souveraineté, création d'emplois. Là aussi, c'est un sujet de politique industrielle et de souveraineté. Mais qu'est-ce que c'est être souverain ?
Vous l'avez vu, on a mis un petit compteur, 15 fois, il l'a dit lors de son... Le message est passé, du coup. Le message est très bien passé, c'était lors de son discours à la Sorbonne. Et c'est vrai que ça infuse au niveau européen. Lors du sommet de Versailles, c'était en mars 2022. Mars 2022, c'est juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la première fois, dans le texte final, apparaît justement le mot souveraineté européenne. Alors pour autant, Emmanuel Macron a-t-il gagné la bataille de la sémantique? C'est pas certain, parce que Caroline, si on regarde dans un dictionnaire, particulièrement, moi j'ai pris le Larousse, la souveraineté, c'est le pouvoir suprême reconnu à un État, et donc à la nation. Et donc, avant les élections européennes, la question c'est, la France peut-elle partager sa souveraineté avec l'Union européenne? Alors, cette question, la France peut-elle partager... Vous dites souveraineté écologique. La France peut-elle partager sa souveraineté avec l'Union européenne en matière d'écologie? Oui, et je pense que la France sera d'autant plus souveraine que l'Europe le sera dans l'économie mondialisée dont j'ai parlé tout à l'heure. Un petit mot quand même, Monsieur Bedonnet, parce que sur votre recherche sur les origines du terme souveraineté, vous en avez omis un, qui est le terme de souveraineté alimentaire, qui vient des mouvements écologistes et paysans du monde entier, et pas que de l'Union européenne. Ça veut dire qui a quoi été exactement, reconnu à la FAO en 1996, en présence notamment de José Bové. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité des peuples à choisir ce dont ils se nourrissent. Et aussi, ça implique, à l'extérieur de nos frontières, le fait de ne pas créer de distorsion sur les marchés étrangers, comme on le fait par exemple en ce moment, en allant piller, parce que c'est ce que fait l'Union européenne avec ses accords de pêche, les eaux sénégalaises, en privant de nourriture et de ressources économiques des peuples à l'extérieur de nos frontières. Donc ce mot de souveraineté, il est cher au cœur des écologistes, ça fait partie des petites batailles culturelles qu'on mène en essayant de les gagner. Et j'y reviens du coup à votre question, oui, la France sera d'autant plus souveraine que l'Europe sera souveraine. Pourquoi? Parce que quand on a des grands blocs, on voit les États-Unis, superpuissance, la Chine, évidemment la Russie de Vladimir Poutine, on a besoin d'être ensemble, plus forts, ensemble nous sommes plus forts. Et oui, l'autonomie stratégique et la souveraineté écologique, ça va ensemble, y compris d'un point de vue géopolitique. On a vu notre dépendance, on parlait tout à l'heure de l'uranium, mais au gaz de Vladimir Poutine, au pétrole du Qatar, eh bien ça nous lie les mains, ça nous empêche d'être solides, d'être forts au niveau international. Et on pourrait parler de toutes les autres dépendances que l'Union européenne a créées avec ce libéralisme dont je vous parlais tout à l'heure, à l'égard des batteries et d'autres biens qui nous viennent de l'extérieur de nos frontières. Une question. Question qui fait parfaitement le lien à ce que vous venez de dire. C'est une question qui nous est posée par Rubio, qui vous est posée par Rubio, qui habite à Combayo, dans l'Hérault. Pensez-vous donc que l'Europe est plus importante que la France? Ah non. Non, vous savez, moi, je suis fière d'être française et je suis aussi fière d'être européenne. Je l'ai dit, je pense que la France sera d'autant plus forte que l'Europe sera forte. Voilà, c'est une question géopolitique, une question aussi militaire, c'est une question économique et écologiquement. Comment voulez-vous qu'on fasse face à ce défi planétaire, le dérèglement climatique? On a vu les images et vous savez, le dérèglement climatique, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est déjà les inondations, c'est déjà les feux de forêt, c'est déjà les sécheresses sur notre territoire qui viennent absorber des maisons, mettre fin à toute une vie de labeur parce qu'on n'a pas su lutter contre le dérèglement climatique. Ça, c'est pas possible. Mais si on veut agir sur ce défi planétaire, le faire tout seul, ça n'a pas de sens. Donc moi, je veux protéger les Françaises et les Français, je veux protéger la France et je sais que ça passe à travers une Europe plus forte. Alors, je voudrais maintenant que nous allions aux Pays-Bas. L'extrême droite vient d'entrer au gouvernement et vous allez le voir là-bas, la question de la crise du logement est au cœur de la campagne. Valérie Astruc, Flavia Botillo et Marie-Claire Hide. Des manifestations pour réclamer des logements. Un leader populiste qui surfe sur cette crise en pointant du doigt les immigrés. Les Néerlandais d'abord. Comment, aux Pays-Bas, la flambée des prix de l'immobilier est devenue le carburant de l'extrême droite. Une politique d'asile plus stricte, la préférence nationale pour le logement. Bonjour, rentrez chez moi. Un studio rien que pour elle, un miracle pour Elisa, 31 ans, embauchée à l'hôpital d'Utrecht comme élève infirmière. Cette franco-néerlandaise gagne 1 800 € net par mois. Elle a déménagé 4 fois en 3 ans à cause des loyers trop chers. Alors ici, il y a mon lit, mon canapé, mon espace manger et je paye environ 730 € pour 22 mètres carrés, on va dire. Je m'estime très chanceuse parce que si je louais pas ici, je devrais payer 400 ou 500 € en plus pour les mêmes mètres carrés. 1 200 € par mois, c'est ce qu'elle aurait dû payer alors qu'elle habite une ville moyenne. L'hôpital la loge à un prix en dessous du marché. Endettée pour ses études, Elisa n'a aucun espoir de devenir propriétaire. Quand j'étais enfant, je pensais qu'à 30 ans, j'aurais une famille, une maison. Et aujourd'hui, je mets une croix sur pouvoir acheter.
Je pense qu'aux Pays-Bas, il y a un sentiment un peu de tristesse, je pense, et de colère par rapport au gouvernement. On se sent oublié. Dans ce pays le plus densément peuplé d'Europe, la crise du logement est devenue la première préoccupation des habitants. Flambée des prix, plus 15% par an. Près d'1 million d'euros pour ce 2 pièces. Pire encore, un garage proposé à 695 000 euros. À Landsmeer, près d'Amsterdam, il faut compter 16 ans d'attente pour espérer obtenir un logement social, un record. Le maire se désespère. Ici, ce sont des logements sociaux pour des familles. Ici, les logements sociaux, c'est un quart de toutes les habitations de Landsmeer, mais ce n'est pas assez. Et celui qui a exploité cette crise, c'est le populiste Geert Wilders, vainqueur des dernières élections législatives. Son slogan, les Néerlandais d'abord. D'après lui, les étrangers seraient responsables de la pénurie de logements. Il y a des demandeurs d'asile qui vivent dans des chambres avec des grandes télés, la piscine, les repas et le chauffage gratuit. Ce que beaucoup de Néerlandais n'ont pas. Ça doit changer. Message reçu 5 sur 5 par certains électeurs exaspérés par les prix trop chers de l'immobilier. Les étrangers occupent les maisons dont nous avons besoin pour nous. Nos enfants sont obligés d'attendre pour avoir un logement. Ils n'ont plus les moyens d'acheter. Et ça, Geert Wilders veut réserver les logements aux Néerlandais. Ces propos-là, le maire de Landsmeer en a assez de les entendre. C'est ça la caricature. Élu du centre droit, il dénonce ce genre de raccourci. La crise du logement a commencé bien avant la crise migratoire. Ça n'a rien à voir avec l'immigration, c'est surtout une pénurie de logements. Aux Pays-Bas, les migrants occupent 6% des logements sociaux. Ils ne sont pas prioritaires pour leur attribution. Mais Geert Wilders n'a que faire des chiffres. Il surfe sur la colère. Votre réaction à ce reportage ? C'est terrible. Enfin, voilà, c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. On a une forme de facilité à pointer du doigt l'étranger, le plus modeste. Je disais aussi l'écologie tout à l'heure. Là, ce n'était pas le cas dans ce reportage. Mais voilà, on sait, en France par exemple, qu'on a besoin de construire des centaines de milliers de logements sociaux tous les ans. Il y a une crise du logement, on n'en construit pas assez. On sait qu'on a besoin d'agir, on sait qu'on a besoin que l'Union européenne vienne soutenir à la fois les États, les collectivités. Il y a un appel des villes européennes d'ailleurs, qui est parti d'une ville écologiste, de la métropole de Lyon, et qui demande à l'Union européenne de dégager les moyens pour y répondre. Moi je redis ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais la lutte contre la pauvreté doit être la colonne vertébrale de l'Union européenne. Pendant 20 ans... Est-ce que vous considérez que c'est suffisamment le cas, là, aujourd'hui ? Non, c'est ça. C'est que pendant 20 ans, au début des années 2000, la pauvreté a stagné. On a vu avec les crises qu'en plus, on n'était même pas capable de la contenir et que la précarité a à nouveau explosé. On voit des sans-abri partout dans les rues, les files qui s'allongent devant les banques alimentaires, notamment chez les étudiantes et les étudiants. La misère, vous savez, c'est un choix. C'est un choix politique parce qu'on n'agit pas sur ses causes, sur ses raisons. Donc on a besoin de renverser la table, on a besoin de changements systémiques. C'est pour ça que je propose Marie Toussaint, pardonnez-moi, je vous européen... coupe, mais vous, l'européenne, vous dites que l'Europe appauvrit les Européens ? Non, je ne dis pas ça. Je dis que les politiques menées en Europe appauvrissent les Européens aujourd'hui. On a un Européen ou une Européenne sur 5 qui souffrent de précarité. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des choix. Ce sont des choix politiques. Et aujourd'hui, on peut faire le choix de mettre fin à la misère. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes combats. Et je demande un renversement systémique, la mise en place d'un droit de veto social, qu'on pourrait aussi mettre en place en France. C'est quoi un droit de veto social ? Ça changerait beaucoup de choses. Ça voudrait dire que de la même manière qu'on a un principe de précaution environnementale, on fait des études d'impact environnemental avant d'adopter un projet de loi, là, on aurait une étude d'impact social. Et si ça porte atteinte aux 10% des populations les plus pauvres, au niveau de l'Union comme au niveau des États membres, soit on ne l'adopte pas, soit on change de plan. Je peux vous donner un exemple. La politique agricole commune, je vous ai dit qu'elle était injuste aujourd'hui. On a des paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Avec un droit de veto social, on contraindrait l'Union européenne à mettre en place une politique qui permette à chaque paysanne et chaque paysan de vivre dignement. Justement, une question. Question d'Olivier, qui vit en Seine-Maritime. Il a 49 ans et il est justement éleveur laitier. Toujours plus d'Europe, dit-il. Pour lui, c'est égal. Toujours moins d'agriculteurs en France, moins de souveraineté et plus d'importations. Alors stop ou encore, vous demande-t-il ? Alors stop ou encore quoi Stop ou encore à plus d'Europe finalement. Est-ce que l'Europe a plus de mal que de bien aux agriculteurs ? Modèle européen, le modèle choisi sur l'agriculture. Il faut changer de modèle. Moi, je défends, avec les écologistes, nous défendons une Europe qui soit riche de ses paysannes et de ses paysans. Vous savez qu'on a eu un immense plan social dans le domaine agricole, qu'on a une financiarisation des surfaces agricoles. Cette PAC qui favorise toujours des surfaces plus grandes et donc qui entraîne par ricochet
plus de robots, plus de pesticides, plus d'engrais. Voilà, cette PAC-là, on n'en veut pas. On veut une Europe de l'agriculture familiale, de la souveraineté alimentaire et peut-être avec moins d'importations, en tout cas plus d'importations de produits qui sont fabriqués dans des conditions qui sont socialement et environnementalement inférieures aux nôtres. Et je veux redire un petit mot à Olivier quand même. Le modèle agricole qu'on défend, c'est à la fois un modèle qui soit juste, qui respecte les paysannes et les paysans, qui permette à la population d'avoir accès à de l'alimentation saine, parce qu'on doit avoir un droit au bio pour tous, et qui accompagne les paysans dans la transition. On a besoin d'investissements massifs. C'est 44 milliards d'euros par an supplémentaires dont on a besoin, que nous défendons pour accompagner les paysannes et les paysans dans la transition, dans la transformation de leurs pratiques et pouvoir soutenir ceux qui ont déjà changé de modèle. Quelle est votre réaction, Marie Toussaint, quand vous voyez, puisqu'on parlait des agriculteurs, que la colère des agriculteurs a contraint peut-être, puisque peut-être que l'Europe a du coup à écouter aussi la colère des agriculteurs, à lever le pied sur certains sujets. On a beaucoup parlé des jachères. Vous direz un mot dans un instant, François Bonnonnet. Je vois que c'est un sujet que vous voulez évoquer avec Marie Toussaint. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites à un moment donné, peut-être qu'il faut s'adapter au rythme que peuvent supporter, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les consommateurs. Comment est-ce que vous appréciez ces colères qui se sont exprimées sur le rythme de la transition écologique? Non, mais quand on fait pour les gens, sans les gens, on fait contre les gens. Et donc les agriculteurs et les agricultrices ont raison de dire qu'ils veulent être associés à toutes les décisions qui sont prises. Mais qu'est-ce qui dysfonctionnait? Ils disaient on a trop de normes environnementales, vous l'avez entendu ça aussi. Alors ils ont dit ça, et c'est vrai qu'il y a trop de bureaucratie. Et je sépare la question de la bureaucratie de la question des normes qui protègent. Les normes AOP, AOC par exemple, elles nous aident à pouvoir vendre nos produits, à pouvoir vendre notre excellence agricole. Et je remercie d'ailleurs les paysannes et les paysans pour ça, parce que l'agriculture européenne, elle est reconnue partout. Donc ces normes-là, elles protègent. Mais par contre, c'est le modèle économique qu'il faut changer. Et moi, je trouve ça extrêmement grave, vraiment. Ce qui s'est passé avec la majorité politique européenne ou avec Macron, qui abandonne surtout sur l'eau, sur les pesticides, qui portent atteinte à la santé, je le rappelle, sur la biodiversité, sur les haies, sur les jachères. Aujourd'hui, c'était sur les espèces protégées. Maintenant, ça va être plus facile de les détruire. Bon, voilà, qu'est-ce que ça, vous lui c'est pas reprochez, tolérable. d'avoir entendu cette colère ou de s'être trompé de colère? Je lui reproche d'avoir refusé de changer de modèle économique et d'avoir abandonné, d'avoir sacrifié la biodiversité et la santé à l'aune de cette crise. Et la majorité politique au niveau européen, les conservateurs, les libéraux et les socialistes, ont fait la même chose. Cette PAC, elle était déjà pas bien verte. Il y avait quelques mesurettes dedans. Eh bien, ils ont tout détruit. Et moi, je veux dire, ça augure, pardon. C'est une bande-annonce, en fait, du film d'horreur qui arrive le 9 juin, si jamais il n'y a pas une mobilisation des écologistes. C'est quoi le film d'horreur dont vous parlez? Eh bien, parce que sous l'effet des extrêmes droites qui demandent à abroger toutes les législations de protection de la nature, des lobbies, en particulier de l'agroalimentaire, qui ont repris des forces à l'aune des crises économiques et de la guerre en Ukraine, eh bien la majorité politique est en train de céder, de tout sacrifier. Et donc on a besoin de se mobiliser parce que si on pense que cette transition elle est indispensable, parce que de toute façon le dérèglement climatique est sur nous, il faut vraiment voter écologiste. Ce sera le pacte brun ou le pacte vert, le climato-je-m'en-foutisme mélangé à du fascisme revisité, ou la bifurcation écologique dans la justice sociale. Alors justement, ma question, Marie Toussaint, a porté exactement sur ça. On a vu qu'au cours de ces 6 derniers mois, peut-être un peu plus, effectivement, il y a eu un recul sur tous les textes écologiques venant du Parlement européen. Alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous êtes inquiète? Parce qu'effectivement, tous les sondages donnent un futur Parlement européen qui sera plus à droite et plus à l'extrême droite. Est-ce que vous avez peur de ce qui arrive sur le plan écologique au niveau européen? Absolument. Absolument. Je suis extrêmement inquiète et je veux vraiment que tout le monde réalise ce qui est devant nous. Parce que les élections européennes, et on l'a entendu tout à l'heure aussi, on peut considérer que c'est une forme d'enjeu national, où on envoie un message à Emmanuel Macron. On peut considérer que c'est une élection par-dessus laquelle on peut faire saute mouton parce qu'elle n'est pas si importante. Mais si, ce qui se joue, c'est vraiment notre capacité à préserver cet objectif qu'est la transition écologique, à ne pas revenir en arrière sur tout ce qui a été si patiemment construit. Et donc, on a besoin de cette mobilisation-là. Et d'ailleurs, je veux ajouter que même au niveau français, s'il y a un message à envoyer à Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas sans cesse reporter les législations sur l'énergie et le climat comme il le fait aujourd'hui, sur l'adaptation comme il l'a fait aujourd'hui même, sur les pesticides, sur l'eau, sur la biodiversité, sur la santé. S'il y a un message à lui envoyer, même pour lui, c'est celui-là. Mais en tout cas, il y a un enjeu majeur qui se joue le 9 juin. Et il faut bien le comprendre et il faut se mobiliser. Et vous l'avez dit très clairement. Merci beaucoup, Marie Toussaint, d'avoir accepté cette invitation. Merci, François Bonnonnet.